a toujours tenu ce type de position sur les questions de justice. C'est-à-dire qu'il a toujours estimé que qu'il fallait soutenir la démocratie, donc il fallait permettre notamment au Rassemblement national d'être candidat. Lui-même avait dit lors de la dernière élection présidentielle qu'il était prêt à donner des parrainages à Zemmour ou à Le Pen pour leur permettre d'être candidat. Donc dessus, il est à peu près cohérent. Excusez-moi, William T, priorité au direct, comme on dit. Voilà, on va aller voir, effectivement, on va voir ici, là, nous allons... William T, un pari risqué pour le Rassemblement national ? Moi, je pense que c'est un pari risqué parce qu'on va mener la comparaison sur les différentes mobilisations s'ils sont similaires. Vous avez une mobilisation qui est similaire, c'est celle de François Fillon au Trocadéro, qui a organisé dans les mêmes conditions. En une semaine, Patrick Stéphanie et François Fillon font venir à peu près entre 50 000 et 100 000 personnes dans le cadre de la campagne présidentielle de 2017. Mais là, l'appareil de la droite était peut-être plus fort. Non, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui se ajoutent à ça. D'une part, c'est la surprise parce que vous êtes dans le cadre d'une campagne présidentielle, la décision alors que là, on a un peu de temps pour que le Rassemblement national puisse s'organiser. Mais surtout, c'est des questions sociologiques. C'est-à-dire que le RN a fait 31% aux dernières élections européennes, mais ils ont fait que 8% à Paris et 15% en Ile-de-France. C'est-à-dire que leurs militants et leurs électeurs sont davantage en zone périphérique et en zone rurale, donc il faut les faire venir à Paris. Autre point aussi, et c'est ça qui est dommageable pour elle, c'est que lorsque vous interrogez les Français, et notamment les électeurs du Rassemblement national, sur est-ce que la condamnation est justifiée, même un tiers des électeurs du RN disent qu'elle est quand même justifiée. Et autre point, c'est que les électeurs disent que certes la condamnation est justifiée, mais qu'elle devrait quand même être candidate. Et donc c'est là la balance qu'elle doit mener en équilibre pour pouvoir mobiliser des gens qui ne sont certes choqués, mais pas au point d'aller manifester pour elle. Alors nous avons quitté la... À éviter. Les premiers, c'est qu'on lui colle les manifestations de son père ou les manifestations classiques de l'extrême droite. Ça veut dire anti-parlementarisme, anti-institution et anti-système. L'autre point qu'elle doit éviter, si elle veut réussir son opération, c'est en fait de ne pas apparaître comme exactement ce qu'a fait Trump le 6 janvier 21 lors de la prise d'assaut du Capitole. Donc elle doit éviter tous ces types de débordements. Mais dans le même temps, elle doit quand même mobiliser ses électeurs et mobiliser sa foule, parce que son objectif, c'est non pas convaincre les gens ici ou les gens de la télévision, c'est surtout convaincre ses propres partisans et ses propres électeurs que ce sera elle la candidate et que ce n'est pas Jordan Bardella et que c'est elle qui est soutenue au sein du Rassemblement national. En fait, on pense qu'elle fait un rassemblement à destination du grand public. Elle fait surtout une destination au sein du Rassemblement national, parce que certains vont dire au sein du Rassemblement national, Marine Le Pen est condamnée, donc Marine Le Pen ne peut pas être candidate lors de la prochaine élection présidentielle, et vont pousser l'option Bardella. Donc elle essaye de s'imposer en interne. Mais pour s'imposer en interne, souvent ce que vous faites, c'est que vous faites un message qui soit très dur. Vous avez deux rhétoriques que vous imposez en interne lorsque vous avez une affaire judiciaire. D'une part, vous faites un grand rassemblement. Ça veut dire que ça marche à peu près à chaque fois. Et l'autre exemple, c'est Charles Pasqua qui avait donné l'astuce, l'ancien ministre de l'Intérieur. Il avait dit, lorsque vous êtes emmerdé par une affaire, vous créez une affaire dans l'affaire afin de ne pas parler du sujet initial, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et ça permet de déplacer le débat et de vous apparaître comme une victime. Et une fois que vous faites ça, en fait, elle permet de mobiliser un certain nombre de personnes. Mais comme vous mobilisez un certain nombre de personnes qui sont choquées, outrées, etc., en conséquence, il y aura des réactions. Est-ce qu'il n'y aura pas des débordements type Trump, ou est-ce qu'il n'y aura pas des manifestations qui rappelleront celles de son père alors qu'elle veut tourner la page? C'est deux écueils qu'elle doit éviter aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle parle de démocratie et de Martin Luther King. Voilà, de démocratie, Martin Luther King, la justice. On va tout de suite se rendre dans l'autre des trois parties. Mais de toute façon, la justice doit être respectée lorsqu'elle condamne vos opposants politiques, et vous condamnez vous-même la justice lorsqu'elle vous attaque vous. En fait, tous les partis font à peu près ça, et c'est le lot depuis les années 80-90, suite aux différentes affaires qui ont touché la gauche, la droite et maintenant le Rassemblement national. Sur ce que dit Catherine, que des partis disent qu'il faut respecter la démocratie et qu'ils ne l'ont pas respectée eux-mêmes, tu as tout à fait raison. Par contre, le problème, c'est de mettre en cause des personnes qui sont toujours présumées innocents tant que l'affaire n'a pas été jugée jusqu'au dernier recours. Par exemple, Kohler est présumé innocent tant qu'il ne sera pas jugé et tant qu'il n'a pas été condamné. S'il est par cas, il est condamné. C'est un principe au départ. Non, mais ça veut dire que la condamnation judiciaire, si vous voulez respecter la justice, se joue dans les tribunaux et non pas à la télé selon des articles. Jusqu'à Emmanuel Macron, on ne restait pas au gouvernement quand on était mis en cause. Oui, mais tu peux pas dire. Non, mais je n'ai pas dit qu'il était coupable. Juste, normalement, on ne reste pas au gouvernement quand on est mis en cause par la justice. Après, ça s'appelle le jurisprudence Jospin. Oui. Mise en examen, et voilà. Effectivement. Mais voilà, moi je pense qu'on ne peut pas dire qu'on veut respecter la justice et dire qu'on fait la justice nous-mêmes, parce que la justice, ça se joue dans les tribunaux. Ensuite, après, sur la question de Renaissance, et c'est pour ça que je voulais intervenir, en fait, qu'est-ce que joue Attal ? Attal a une difficulté lorsque vous interrogez les différents acteurs, notamment les liens qu'il a avec Emmanuel Macron qui se sont distendus. Ils ont une grande réflexion chez Attal, c'est est-ce qu'il faut rompre avec le président Macron comme l'avait fait Sarkozy avec Chirac, ou est-ce qu'il faut prendre l'héritage d'Emmanuel Macron? Et c'est là le positionnement qui est difficile, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui avec ce meeting, il essaye de revenir aux origines du macronisme. Qu'est-ce que c'est de ce meeting? Défendre la démocratie contre l'Assemblée nationale. Il faut rappeler que Macron a été élu 2 fois contre Marine Le Pen, donc c'est un des fondements du macronisme. Autre point, c'est que lorsque Macron gagne, notamment en 2017, pour ceux qui s'en souviennent, lorsqu'il gagne la campagne présidentielle, c'est suite aux affaires Fillon, il fait alliance avec Bayrou
pour annoncer une grande loi de la moralisation de la vie politique. Et c'est ces combats-là que Attal essaye de reprendre à sa cause, pour essayer de revenir aux origines du macronisme, qui semble lui perdu pour certaines personnes qui considèrent que le macronisme a trop dérivé à droite. Et en fait, il veut revenir à l'essence même du macronisme à travers ce meeting. Et vous regardez tous les totems qu'il va annoncer, je pense, d'intuition, dans son discours ou dans les mots d'ordre de ce meeting, sont à peu près le même discours qu'Emmanuel Macron en 2017. William T, on voit à l'image, effectivement. Moi, je pense que la condamnation est légitime. Et même, on en parlait avec Catherine, moi j'étais sûr qu'elle allait se prendre l'exécution provisoire. Par contre, il y a un problème majeur. Est-ce qu'elle mérite d'être condamnée au vu de l'affaire qui est révélée? Oui. Est-ce qu'ensuite les Français sont d'accord avec cette condamnation? Oui, majoritairement. Quel est le problème essentiel? C'est qu'on dit qu'au nom de la démocratie, on respectera les principes de l'état de droit. Qu'est-ce que c'est que les principes de l'état de droit? Je vous rappelle quand même que l'état de droit a été créé au moment de la Révolution française pour faire face à l'arbitraire. Qu'est-ce que c'est que l'arbitraire? C'est d'avoir la possibilité, et ça a été rappelé par une jurisprudence constante de la Convention européenne des droits de l'homme, qui, je le rappelle, a une valeur supérieure aux lois françaises, qui est que tout justiciable a le droit d'exercer des voies de recours. Et donc, le problème essentiel, c'est pas que Marine Le Pen soit condamnée, c'est qu'elle n'a pas de possibilité de recours sur l'exécution. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, votre analyse tenait dans les 24 premières heures de la condamnation, mais à partir du moment où les magistrats de la Cour d'appel ont décidé qu'effectivement, à la fin de l'été, il y aurait une décision, donc du coup, elle revient dans la course. Oui, elle revient dans la course, sauf si, à deux choses importantes, c'est que l'exécution provisoire est confirmée en appel, elle a le droit de se pourvoir, elle a le droit de se pourvoir en cassation, la cassation est théoriquement suspensive sur les affaires dites pénales. Et autre point, c'est que si il y a une dissolution, elle perd un droit potentiel de pouvoir être candidate, de se présenter. Et la difficulté majeure, c'est que lorsqu'on a normalement dans un état de droit classique des possibilités de recours, c'est que normalement les possibilités de recours permettent d'éviter d'avoir des préjudices. Or là, s'il y a une dissolution, après c'est elle-même qui a à peu près la main de voir s'il y a une dissolution ou pas, parce qu'elle peut faire tomber le gouvernement, c'est qu'une dissolution l'empêcherait d'être candidate et donc lui paierait d'un droit si par cas elle était innocentée en appel ou en cassation. C'est quand même le cas le présenté, sauf s'il appelle. Oui, voilà, c'est l'appel substantif. Ouais. Lui, il est en poste. Cas, si ça reste comme ça. Oui, et puis l'appel aura lieu forcément après les élections. Il reste maire. Et puis il aura lieu après les élections. Non, en fait, le sujet, pourquoi est-ce que c'est Louis Alliot qui s'exprime? Il y a deux grandes raisons. La première, c'est que eux, leur argumentaire, c'est de dire que ce qui se passe, c'est que la décision des juges va à l'encontre de la souveraineté populaire, donc la souveraineté des Français, parce que ça priverait les Français d'avoir une liberté de vote. Si vous mettez des dirigeants étrangers, ça posera problème, parce qu'en fait, vous parlez plus de la France, vous parlez d'une sorte d'international, au nom de la liberté d'expression, mais d'un point de vue mondial. Or, leur sujet essentiel pour eux, c'est-à-dire que c'est la justice française qui est corrompue, en tout cas qui est politique, et qui va contre leurs intérêts. L'autre point... ils reviennent un peu dessus, parce que c'est compliqué de dire que la justice est corrompue et tout, en plus, parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. L'argumentaire principal, c'est de dire que la décision de justice bloque la souveraineté populaire parce qu'elle empêche les électeurs d'avoir une candidate et de choisir, mais une candidate française choisie par les Français. Donc, ils veulent pas aller au-delà. L'autre problème qu'ils ont et qui est essentiel, c'est que lorsque vous interrogez les Français sur la popularité de Trump, de Poutine ou des dirigeants étrangers, ils ont moins de 20% de cote de popularité. Donc, s'afficher aux côtés d'eux, alors que déjà, cette stratégie vous coûte des points dans la stratégie de dédiabolisation, ça n'aidera pas le Rassemblement national. Moi, je pense qu'il y a deux problèmes majeurs sur cette stratégie. Il y a un problème politique et il y a un problème qui est juridique. D'un point de vue politique, ça a été rappelé à plusieurs reprises, ça les empêche et ça rompt la stratégie de dédiabolisation parce qu'elle se remet sur une rhétorique anti-système qui l'empêche de battre le Front républicain et d'aller au fameux 51%, parce que son objectif, c'est d'être président de la République, donc de rassembler 51%, et on ne gagne pas une élection présidentielle avec 35-40% des Français. L'autre point, je pense, qui va la tuer, c'est la question juridique. Parce qu'en fait, elle, son sujet, elle a deux possibilités pour s'en sortir, pour être candidate à l'élection présidentielle. Soit le juge parce qu'elle sera condamnée en appel. Le juge en appel, soit il revient sur l'exécution provisoire, mais on n'est pas sûr que le pouvoir en cassation annule l'exécution provisoire. Son autre possibilité, c'est d'avoir une réduction de peine en appel par rapport au jugement de première instance, en plaidant la bonne cause. Or, sa difficulté, c'est que sa rhétorique fait qu'en fait, elle dit qu'elle conteste les faits, qu'elle est innocente, etc. Et c'est ce que lui reprochent les juges. Mais je prends un exemple. Si elle dit je suis coupable et je rembourse les 4 millions d'euros et j'espère qu'au lieu d'avoir 5 ans d'inéligibilité, j'en ai plus que 2, ce qui fait que l'éligibilité arrive juste avant l'élection présidentielle. C'est une stratégie qui peut potentiellement marcher, mais ça impliquerait de sa part, et c'est ce qu'a dit la juge en première instance, qu'elle reconnaisse les faits et qu'en fait, elle plaide la bonne conscience en disant les pratiques n'étaient pas les mêmes en 2014 et en 2017, post et avant affaire Pénélope Fillon. Donc, en fait, on ne connaissait pas et donc on a essayé de rembourser pour prouver notre bonne foi. C'est cette stratégie-là, moi, je pense, qui lui permettrait d'être candidate à l'élection présidentielle, mais ça lui permet et ça l'affaiblit sur le plan interne face à Bardella. Donc, en fait, comme elle a plein de contradictions et qu'elle est en difficulté parce qu'elle fait face à la fronde de Bardella, peut-être celle de Marion Maréchal et peut-être d'autres partis qui lui essaieraient de lui piquer ses électeurs comme Retailleau ou comme Zemmour, Knafo, en fait, elle solidifie sa base, mais à force
force de solidifier sa base, vous l'élargissez pas et vous n'arrivez pas au 51. Et puis surtout, c'est même pas sûr que vous soyez candidate en 2027. Audrey, vous vouliez réagir? Oui, l'autre point important, ça va être... Je ne sais pas si c'est un déni du Rassemblement national, c'est plutôt un déni de Marine Le Pen, parce qu'en fait, on voit qu'elle n'était pas préparée à cette éventualité lundi. C'est ce qu'elle annonce, en fait. C'est ce qui est annoncé, c'est-à-dire qu'elle était surprise, elle a quitté l'audience assez rapidement. Donc, on voit qu'elle n'a pas préparé sa stratégie. Or, quand vous interrogez des personnes qui sont proches du Rassemblement national, ils ont dit que ce sujet-là était tabou. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas pour des questions de superstition, etc. Mais on n'en parlait pas. On ne parlait pas également de plan B actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan B qui sont évoqués. Donc moi, je pense qu'en fait, il faut avoir une autre grille de lecture sur le discours que tient Louis Alliot. Je pense qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il tient... En fait, il y a deux raisons pour lesquelles il fait ça. Un, il faut que Marine Le Pen puisse contrôler toujours le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit elle, la chef incontestée du Rassemblement national. Dans le même temps, je pense que tous ceux qui vont parler à la tribune anticipe le fait que Marine Le Pen puisse ne pas être candidate à la prochaine élection présidentielle et qu'en conséquence, il faut récupérer ses électeurs et il faut récupérer ses soutiens au moment où elle ne sera pas candidate. Et c'est pour ça que Louis Alliot défend à fond Marine Le Pen pour en fait récupérer les électeurs de Le Pen. C'est pour ça qu'il cite Marion Maréchal, c'est pour réunir tout le clan et toute la famille derrière lui dans l'éventualité qu'il soit un jour candidat pour remplacer Marine Le Pen. Éric Ciotti va faire également de même, c'est qu'il va essayer de récupérer les électeurs du RN et récupérer ce qui restera du Rassemblement national. Et toutes les personnes qui vont succéder à la tribune n'ont qu'une chose, ils se disent Marine Le Pen a peut-être très peu de chances de t'en sortir et maintenant il faut avoir d'une part sa bonne grâce pour être candidat à sa place pour la prochaine élection présidentielle, récupérer ses soutiens et unifier tout le clan qui pense à peu près la même chose sur cette affaire. Non mais juste, est-ce que c'est... Si je me trompe pas, il faut vérifier, je crois qu'il a tenu exactement les mêmes propos au meeting de François Fillon au Trocadéro parce qu'il parlait. Je crois que c'est quasiment, le même speech. Je crois que c'est quasiment le même speech, donc ça m'étonnerait pas. En tout cas, les années passent, mais rien ne change. Voilà, rien ne change. Je pense qu'il a une difficulté, c'est qu'en fait, il doit montrer qu'il est quand même allié à Marine Le Pen, donc il faut quand même la soutenir. Mais je pense que quasiment tout le monde là-dedans, au vu de leur rhétorique et vu comment ils l'emploient, acte le fait en tout cas, qui vont essayer de la faire partir, mais qu'en même temps, le fait de la soutenir, c'est que si elle se maintient, il reste à côté. En gros, c'est un peu ça ce qu'ils font. Mais en fait, c'est exactement pareil que François Fillon au Trocadéro, c'est que quand vous prenez les films et toutes les personnes qui sont intervenues après, ils vous disent tout la même chose, ils voulaient tous que François Fillon cède, mais qu'il fallait quand même le soutenir. Là, c'est un peu pareil. Sauf qu'il n'a pas cédé. Sauf qu'il n'a pas cédé, c'est ça le point. Et il a fait 20%. Il a fait 20%, et donc là, je pense qu'ils viennent tous pour soutenir Marine Le Pen et montrer qu'ils sont en soutien de Marine Le Pen. Mais petit à petit, en fait, au vu de cette stratégie, je vois pas comment elle peut s'en sortir par le haut. Vous avez entendu Bernard, le militant qui était interviewé par Camille Novak, lui, il dit c'est Marine Le Pen et c'est Marine Le Pen. Oui, parce qu'en fait, il y a une grande partie, donc Louis Alliot, Éric Ciotti, Marion Maréchal, qui vont devoir convaincre 65-70% des électorats, donc ça représente 20-25% des Français, qui veulent garder Marine Le Pen. Et ces gens-là veulent garder Marine Le Pen. Et c'est le même problème qu'avait Fillon. C'est-à-dire que tous les gens qui voulaient remplacer Fillon devaient garder la base de Fillon, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de plan B. Là, c'est exactement pareil. Pour faire un plan B à Marine Le Pen, il faut convaincre les gens qui sont fans de Marine Le Pen de faire un plan B. Donc, il faut préparer avec une personnalité qui, à la fois, récupère la base de Marine Le Pen et qui ouvre ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui émergent comme Marion Maréchal, comme Ciotti, qui espèrent incarner cela. Catherine Tricot.